Depuis quelques années, dans ma tête, j'ai un visage. Un visage d'un vieil homme en latex. Une image qui me revient régulièrement, image rémanente d'un petit court-métrage que j'avais vu en 2019 dont j'ai oublié le nom. Cette image est accompagnée de 3 souvenirs principaux. Un suicide dans une salle de bain, une musique mélancolique et une particularité très dérangeante qui trouble mes souvenirs. Ce visage n'est jamais tout à fait le même. La dernière chose dont je me souviens à propos de ce visage, c'est que son propriétaire, lui, ne se souvient de rien. Il est atteint d'Alzheimer. Un soir, j'ai eu envie de retrouver ce projet, envie de revoir ce visage qui me restait en tête et, sans grand espoir, j'ai entré quelques mots aléatoires dans la barre du navigateur. Mémorable parle donc de Louis, un peintre atteint d'Alzheimer qui va voir sa réalité se désagréger autour de lui. Et dès ses prémices, le projet doit se confronter à un immense obstacle. Réussir à aborder cette maladie si complexe et à marquer les esprits, le tout en seulement, je le rappelle, 12 minutes. C'est court. 12 minutes pour expliquer comment la perception et les souvenirs se volatilisent dans l'esprit de quelqu'un, en mettant en parallèle le désarroi de la famille autour, en créant un lien entre les personnages et le spectateur pour qu'ils arrivent à se rendre compte que le petit monde de ces petits personnages en latex est totalement en train de disparaître. C'est vraiment court. Pour pallier à ça, le film va donc s'imbriquer autour de 2 partis pris. Le premier, une succession de scénettes courtes, un moyen d'aborder très rapidement différents aspects de la vie de Louis et de sa compagne et de montrer comment Alzheimer atteint ces différents aspects. Le deuxième, Louis est déjà malade au début du film. La première phrase par ailleurs l'explique déjà très bien. Tu te rends compte, Louis? Il y a des côtelettes qui traînent dans la voiture depuis plus d'1 mois. Ça permet de rentrer plus rapidement dans l'histoire, de créer un décalage immédiat qui fonctionne très bien. Ce décalage, il s'appuie sur les 3 premières minutes du film, les plus importantes car c'est l'introduction, elle doit accrocher le spectateur. Alors je devine probablement ce que vous vous dites, c'est beaucoup trop court. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour le génie d'efficacité de ce film. Ces 3 minutes sont composées de 3 séquences et le début d'une 4e. La première, on l'a vite abordée plus tôt, les viandes oubliées dans la voiture. J'aime beaucoup la manière dont le titre se volatilise dans un léger flou, c'est un beau parallèle avec la condition de Louis, mais ce qui est vraiment important dans cette séquence, c'est les premiers mots de Michel, la femme de ce dernier. Tu te rends compte, Louis? Il y a des côtelettes qui traînent dans la voiture depuis plus d'1 mois. La phrase peut être interprétée comme un reproche et pas vraiment comme quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un de malade. Michel n'a pas compris que Louis est malade. Cette suspicion est complétée par la 2e séquence, la discussion autour de la table, dans laquelle Louis ne reconnaît pas un moulin à poivre qu'ils ont depuis plus de 20 ans, oublie que la mère de Michel est décédée, oublie ce qu'ils viennent de manger à l'instant et ne sait plus manger une banane. Ah, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que t'as? Et ce regard, il est hyper important. C'est le pivot, le moment où Michel se rend compte que quelque chose ne va pas. Par ailleurs, la scène est vraiment bien découpée, avec des changements d'axe constants qui troublent le spectateur. Petit point technique sur la règle des 180 degrés, quand on filme un dialogue, on trace une ligne imaginaire que la caméra ne doit jamais franchir, afin que les personnages regardent d'un côté et de l'autre de l'image, pour donner l'illusion qu'ils communiquent. Si on franchit cette ligne, il regarde dans la même direction et c'est très étrange. La brisée a ainsi un pouvoir puissant, notamment ici pour montrer que les personnages ne sont plus du tout alignés, qu'ils ne communiquent plus du tout, en plus de perdre un peu le spectateur. Les 3 minutes se concluent par le début d'une discussion entre un psychologue et Louis, qui ne reconnaît pas un téléphone portable et qui déclare à 3 minutes pile « Quelle drôle de question. Nous sommes en 1965. » On a fini l'arc de découverte, étant donné que le psychologue explique tout à Michel juste après. C'est également la première fois que la maladie apparaît directement à l'écran, qu'elle devient concrète, car un professionnel arrive à placer des mots dessus. Et si vous êtes un peu attentif, vous avez remarqué que j'ai volontairement omis de mentionner la séquence numéro 3, car pour moi, c'est celle qui permet réellement à l'introduction de marcher. Dans cette séquence, Louis nourrit ses poissons. C'est tout. C'est tout, et pourtant cette séquence apporte 2 éléments de réflexion très importants. Déjà, Michel n'a pas appelé le psychologue immédiatement après la scène du dîner. Un cut brusque entre les 2 séquences aurait semblé précipité, mais cette scène vient contrebalancer l'ambiance de l'introduction car Louis n'est pas malade dans cette scène. C'est un vieux monsieur normal qui nourrit ses poissons en écoutant une musique qu'il aime. Il n'est pas tout le temps incohérent ou perdu, et ça ajoute son poids à la première phrase du film, le fameux sermon de Michel. Étant donné que Louis a ses moments de clarté, les viandes oubliées peuvent être simplement interprétées comme de l'étourderie. Bon, reprenons tranquillement notre chronologie là où elle s'est arrêtée, à la fin de l'arc de découverte.
La scène du psychologue se conclut avec le téléphone toujours déformé qui se décompose en gouttelettes et qui s'envole vers la caméra sous le regard ébahi du personnage. S'ensuit une scène absolument sublime où la caméra s'envole par la fenêtre alors que Louis semble bloqué dans une maison beaucoup trop petite pour lui et que le ciel se transforme en une représentation de la nuit étoilée de Van Gogh. La scène est vraiment impressionnante et le plus important à retenir, c'est qu'à la fin de cette scène, le visage de Louis a changé. Il est devenu comme ridé, il paraît tout de suite très fatigué, très vulnérable. On peut aussi noter que dans le film, c'est la première fois que Louis voit son reflet. On peut donc envisager que c'est peut-être la première fois qu'il se voit malade ou qu'il voit que quelque chose a physiquement changé chez lui, à moins que ce ne soit que sa perception de lui-même. Cette réalisation rend la scène suivante extrêmement triste. Louis dessine des pictogrammes pour essayer de placer des moyens mémotechniques sur les éléments du quotidien, ce qui amuse sa femme qui pense à une idée artistique. Personnellement, la réponse de Louis me brise le cœur, mais le film ne laisse pas le temps au spectateur de tomber en empathie avec ce dernier. C'est original. On va dire ça. Michel? Michel? Oh merde! Michel! Ok, ça c'est ce que j'appelle un excellent clin d'œil. Difficile en voyant cette scène de ne pas penser à Shining, ce qui peut être au détriment du film. La mise en scène détonne beaucoup trop, mais en fait c'est là l'intérêt. Cette scène est très mise en scène parce que c'est littéralement une mise en scène dans la tête de Louis. Le film induit au spectateur que ce n'est pas réel en reproduisant une scène de fiction qu'il connaît déjà. Quand on y réfléchit un peu, c'est hyper malin. C'est aussi la continuation de l'arc de Michel qui devient agacé par le comportement de Louis, un agacement qui reflète évidemment sa tristesse de voir son mari dans cet état ainsi que sa non-capacité à gérer la situation. La scène se conclut par la découverte du décès des poissons, chose qui, pour rappel, maintenait le doute sur la maladie de Louis dans l'introduction. On a atteint un point de non-retour et la dégradation semble inarrêtable. Cette dégradation se poursuit alors que Louis ne se reconnaît plus dans le miroir et, alors que sa femme s'inquiète, il prétend une blague mais son visage le trahit pour le spectateur. Il aperçoit un pistolet à côté de l'évier. Alors que Michel contemple mélancoliquement les anciens portraits que son mari avait fait d'elle, une bouteille de vin à la main, Louis, pris d'un élan de désespoir, porte l'arme à sa tempe. Le deuxième arc du court-métrage se conclut par un dîner autour d'une table jonchée d'éléments incohérents, avec des invités au visage déformé qui semblent être des proches. Louis ne semble pas du tout inquiet par l'apparence de ses convives, et, alors qu'ils partent, on comprend que c'était ses enfants. Le dernier arc du film s'ouvre alors que Louis, qui a une nouvelle fois changé de visage en imitant ceux de sa famille, trône dans une mer de post-it mémotechniques où plus rien n'est rattaché à rien, seulement un amas de concepts dont il a connaissance mais qu'il est incapable de relier à un élément tangible. Louis ne reconnaît alors plus Michel mais, la trouvant magnifique, il décide d'en faire son portrait. Horrifié par ses pinceaux déformés, il décide de peindre Michel avec ses mains et l'invite à danser. Tu me lâches pas, hein? Ne vous inquiétez pas. Waouh, cette fin, elle me donne des frissons à chaque fois que je la regarde. Et afin de continuer à se plonger dans les méandres du film, il faut faire un petit pas de côté pour explorer la genèse de l'œuvre. D'où est venue l'idée au réalisateur, l'étincelle, le coup de pinceau qui a démarré la toile de Mémorable. Ce que vous voyez à l'image, c'est un autoportrait de William Hunter Mulholland. Ce peintre américain est connu pour ses derniers travaux, une série d'autoportraits à l'intérêt autant artistique que psychologique. Il était atteint d'Alzheimer. Au travers de sa série d'autoportraits, on peut tenter d'entrevoir et d'imaginer la perception de l'homme, alors que certains éléments deviennent prioritaires et que d'autres disparaissent complètement. Je vous laisse quelques secondes afin d'explorer vous-même les différences de style et d'importance de chaque œuvre.
Maintenant, pour rattacher ça à notre sujet, il y a deux ponts possibles entre les deux œuvres. Le premier, c'est que la série d'autoportraits résume à la perfection le film et les étapes de Louis. Au début, une vision normale, puis très vite, les couleurs deviennent étranges, alors que le peintre envoie un regard perdu à travers ce qui semble être une fenêtre. La série passe ensuite par plusieurs styles différents avant de perdre complètement le décor et d'essayer de se concentrer sur son personnage pour avoir le temps et l'énergie de le conserver. Puis malheureusement, les traits disparaissent, notamment les yeux, miroir de l'âme, ce qui rend le dernier dessin extrêmement triste. C'est d'ailleurs là que le film se sépare de la vision d'Alzheimer qu'offre William Hunter Mullen sur deux aspects. Il ne garde que les yeux, probablement d'un point de vue purement de mise en scène, et il fait disparaître le visage de la femme et non du malade. Pourquoi ? On va voir plus tard, ne vous en faites pas. Le deuxième pont est encore plus simple, Louis est un peintre. Et à l'instar d'Otto Mullen, la maladie sera perçue à travers la peinture. On l'a mentionné plus tôt, mais La Nuit étoilée de Van Gogh par exemple. Mais plus loin encore, La Maison trop petite dont j'ai parlé est une inspiration du travail d'Edward Hopper. Quand Louis perd la mémoire, les vieux souvenirs de différents peintres remontent à la surface et viennent boucher les trous. Louis revisite ainsi les courants picturaux, passant par l'impressionnisme, par ce qui semble être le cubisme avec la scène du dîner, et j'interprète sa dernière apparence comme du pointillisme, avec toutes ces touches désordonnées de peinture, mais sur ce point c'est moins évident. C'est intéressant d'ajouter que Louis s'inspire aussi directement des choses de sa vie, par exemple le psychologue et son apparence tirée des sculptures de Giacometti. Reprenons la scène où Louis nourrit ses poissons, elle se conclut par ce dernier qui lance un regard vers une petite statue sur l'étagère, ressemblant au psychologue. La peinture est un des éléments qui restera jusqu'à la fin du film, et c'est un des trois piliers de la mémoire de Louis. Le deuxième pilier est malheureusement assez nocif. Lorsque Mémorable s'ouvre, il impose immédiatement l'un des enjeux principaux de son récit. Un mois! C'est pas le temps nécessaire pour faisander une viande de qualité. L'humour de Louis. C'est probablement l'axe le plus tragique de l'histoire. La manipulation du malade, le fait de se conforter et de rassurer son entourage via un humour perçant, grinçant, qui n'est clairement pas quelque chose d'irréaliste. Je trouve que le comportement de Louis est vraiment identifiable. Il manipule sa famille non pas par méchanceté, mais par simple déni, il ne veut pas accepter la réalité. Il laisse souvent une idée reçue sur Alzheimer comme quoi les malades ne sont pas conscients de leur maladie. Ce n'est pas vrai, et c'est expliqué à de nombreux moments dans le film que Louis est conscient que quelque chose ne tourne pas rond. Néanmoins, sa meilleure arme reste l'humour et, en tournant chaque situation en dérision, Louis se crée une barrière, si bien qu'à force, les éléments étranges ne le choquent plus tellement. Ça crée un fossé avec son entourage, une incontinuité qui brise de plus en plus Michel qui tente de chercher de l'aide auprès de sa famille qui n'y voit que du feu. Et justement, vu que je commence à l'aborder, on va peut-être se pencher un peu plus sur Michel. Tout au long des extraits que j'ai diffusés, vous avez dû constater quelque chose. Michel ne change jamais. Alors que le monde tout autour se désagrège, la femme de Louis reste intacte, immuable jusqu'à la dernière scène. Comme si, malgré la maladie et le chaos ambiant dans la tête de Louis, Michel reste protégé, ou à l'inverse, est la dernière barrière de protection de Louis. Si l'on se penche sur la manière dont fonctionne le cerveau de Louis, la manière dont la maladie crée des failles à l'intérieur, il est facile de dresser un schéma. La disparition des objets est proportionnelle à l'indifférence que Louis leur porte, et c'est assez logique. Plus un élément compte pour nous, plus on y pense, donc plus il est ancré dans notre mémoire. Ainsi, un moulin à poivre que l'on trouve assez moche, un téléphone beaucoup trop récent et technologique pour nous, un sèche-cheveux que l'on utilise sans jamais y prêter attention, les éléments disparaissent peu à peu. Puis la maladie progresse, effaçant visage éloigné et éléments du quotidien, puis la maison. Il ne reste alors que deux choses qui tiennent vraiment à Louis. Michel, son amour qui, alors que la maladie commence à présenter des signes évidents, est placé au niveau de son cœur dans la scène de La Nuit étoilée, et la peinture qui vient combler les éléments disparus ou incohérents. Et ainsi, le film se conclut de la même manière qu'il a commencé. Louis peint sa femme. Les derniers remparts sont tombés, la peinture devient incohérente et sa femme devient une projection qu'il se fait d'elle. C'est intéressant de noter que la première fois que l'on voit Michel, on la voit également au travers d'une peinture, littéralement de la projection de Louis. Et quand il oublie Michel, la première chose qu'il dit, c'est ça. Vous êtes magnifique. Est-ce que vous accepteriez de poser pour moi? J'aimerais faire votre portrait. En effet, Mémorable, avant d'être un film sur Alzheimer, c'est un film d'amour. Et l'amour de Louis reste ancré malgré la maladie. Et en quelque sorte, cette dernière leur permet de retomber amoureux dans une scène aussi tragique que poétique. On a enfin fini de parler de l'histoire et il faut se pencher sur le deuxième élément le plus important du film. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un extrait tout simple. Tu m'as cru, hein? Oh le con!
Il arrive même plus à se reconnaître. J'ai beau avoir vu le film une bonne dizaine de fois, l'animation passe totalement inaperçue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'oublie étrangement assez vite, et vous avez dû vous rendre compte si vous avez vu le court-métrage. Prenons un instant du recul, ces visages-là, ils ont rien de physiquement réaliste, et pourtant j'ai vraiment l'impression d'observer des humains pendant que je vois le film. C'est dû notamment grâce au fait que le film a une technique unique d'animation. Habituellement, la stop motion se base sur des masques de diverses expressions que l'on accroche sur le personnage. Cependant, pour Mémorable, les visages sont tellement détaillés qu'il est impossible de créer une centaine de masques avec toujours les mêmes traits de visage. Il a fallu donc créer un squelette unique et totalement animable, ce qui rend les personnages extrêmement expressifs. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. L'abaissement des pommettes de Louis transforme l'intégralité de son émotion avec une précision déconcertante. Ce film est une maestria de stop motion, un bijou qui arrive à nous faire oublier l'apparence latex de ses personnages tout en créant un style visuel extrêmement marqué. Mémorable n'existe qu'en animation, que dans ce médium où tout est possible, et où, en se saisissant de la réalité tangible de personnages facilement manipulables, on peut leur faire vivre un chaos avec une vision unique. L'animation en stop motion est un médium qui ne peut pas vieillir si c'est bien fait au départ, un médium qui permet à des films vieux de décennies d'être visionnables sans aucun dérangement, et ainsi ancrer son œuvre dans le temps et les mémoires. Toutefois, bien que je vante la stop motion du film, il y a une autre interprétation que j'aime bien, une interprétation plus technique. Tout au long du film, l'animation en stop motion est complétée par de l'animation en CGI, dans les moments où la maladie prend de la place. Ainsi, la CGI, vecteur de la maladie, est considérée comme un élément étrange, si ce n'est horrifique pour ces personnages en stop motion. Néanmoins, à la fin, Michel est complètement en CGI. On peut interpréter ça comme le fait que la maladie a dévoré ce qu'il a noué avec Louis. Mais, alors que la scène progresse, que Louis redécouvre Michel par le biais de l'oubli de sa maladie et qu'il danse, on a une parfaite combinaison de CGI et de stop motion. La CGI, présentée comme un élément troublant l'animation en stop motion, permet, une fois correctement combinée à cette dernière, de créer quelque chose d'unique. Alors ce n'est clairement pas une intention du réalisateur, mais c'est un message supplémentaire que j'avais envie de transmettre parce que je le trouve plutôt beau. Eh bien, voilà, j'ai retrouvé mon visage. Aujourd'hui, chacun de ces traits est dans mon esprit, encore plus maintenant que je l'ai analysé pendant plusieurs semaines. Je ressors de ce projet assez changé pour être honnête. Ça a mis le doigt sur quelque chose d'important et j'ai débuté un processus de revisionnage d'une partie de mes films préférés que je n'avais pas vus depuis longtemps, afin de les ancrer à nouveau dans ma mémoire et que jamais je ne puisse les oublier à nouveau. J'ai redécouvert des choses, compris des éléments et changé d'avis sur des œuvres, tout ça grâce à l'étincelle d'un petit projet de 12 minutes. Comme dit Jean Cocteau, le cinéma, c'est filmer la mort au travail. Ça permet de graver des images de personnes, parfois aujourd'hui décédées, dans nos esprits. Et un jour, on peut se souvenir d'un simple visage, figé, sommaire, indiscernable, qui nous rappellera peut-être quelque chose, une situation, une musique, une émotion, bref, quelque chose de vivant que l'on ne souhaite pas oublier.